Bonsoir. Deux déclarations de deux diplomates algériens relativement importants dans des tribunes internationales de premier plan viennent tous les deux de faire chacun de son côté des déclarations qui interpellent vraiment et qui montrent toutes les deux ces déclarations. Pour rappeler cet adage algérien en arabe que l'effronté peut dire ce qu'il veut parce que le sen me fait hadam. Il n'y a pas d'os dans la langue. Ce qui permet de la retourner dans tous les sens. Et donc ces deux messieurs, l'un représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjamin, lors d'une intervention à la session de fond du comité spécial chargé de la décolonisation près de l'ONU, a déclaré en substance que sur la question du Sahara occidental, la position de l'Algérie n'a pas changé. Et il rappelle ainsi la désormais très fameuse déclaration du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, il y a quelques semaines, sur la même question, pendant laquelle il avait déclaré en substance que l'Algérie se félicitait qu'enfin le Maroc et le Polisario aient pris langue, qu'ils s'apprêtent à régler le problème et que l'Algérie, en tant qu'observateur et voisin, se félicite de ces retrouvailles et de ces discussions. La seconde déclaration, toute récente aussi, hier, lors du dialogue interactif sur le rapport du haut commissaire aux droits de l'homme à Genève, a été faite par Idriss Latrache, représentant algérien permanent auprès de l'ONU à Genève, où il a réaffirmé, comme on dit dans le jargon langue de bois, l'engagement constant de l'Algérie en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Et il a souligné dans la même sempiternelle langue de bois les acquis qualitatifs que l'Algérie ne cesse d'enregistrer dans le cadre de la concrétisation des réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Et il a souligné, M. Idriss Latrache, que, et là je le cite intégralement, mot à mot, cette approche des réformes initiées par le président Tebboune se reflète aujourd'hui dans les réformes, les projets de développement, les programmes sociaux, ainsi que dans le processus démocratique qui ne cesse de se renforcer, alors que l'Algérie s'apprête à organiser les élections législatives le mois prochain. Fin de citation. Nous allons donc parler de tout ça, sur les droits de l'homme, sur la diplomatie algérienne d'une façon générale, ainsi que le soutien déclaré pour le Sahara occidental et la Palestine, après la signature du plan Trump par l'Algérie lorsqu'elle était membre provisoire du Conseil de sécurité.
Diplomatie algérienne, droits de l'homme et langue de bois. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler aujourd'hui, en tête-à-tête avec Ilyes Jbeili, économiste, militant politique, animateur d'Alterna TV. Ilyes Jbeili, merci d'être avec nous. Merci, cher Jemeddine, de me retrouver face à vous Derdacha. pour une d'achat sympathique, conviviale et militante. Absolument, toujours. Merci. Alors, Ilyes, nous allons d'abord commencer par le plus ancien, parce qu'il s'est passé quelque chose qui passait quasiment inaperçu. Pourquoi? Parce que la presse algérienne n'est jamais au rendez-vous, malheureusement, pour dénoncer le régime, ou du moins le montrer sous son véritable visage. Et aussi parce que relais sociaux du régime, tous ses alliés naturels, qui fliquent le peuple algérien, qui l'endorment, qui le plongent dans l'anesthésie, dans le coma profond, font tout pour ne montrer que des côtés époustouflants de ce régime qui n'existe pas, et pour, comment dire, faire le blackout sur tout ce qu'il y a d'atroce, sur tout ce qu'il y a de haïssable. Rappelez-vous, Tebboune, lorsqu'il a été interpellé par des journalistes autour de cette fameuse scène qui existe sur YouTube, sur la Palestine, il leur avait dit, rappelez-vous, Palestine, et là, lorsque M. Trump a proposé son plan de Gaza, pour Gaza, et il a averti qu'il ne supporterait pas, qu'il ne tolérerait pas une quelconque abstention ou un vote négatif. Et M. Tebboune avait ordonné à Benjamin de voter oui pour le plan Trump. Mais si au moins c'était tenu là, à la limite, on aurait dit, bon, il n'a pas le choix, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et après, il a fait quelque chose pour laquelle il n'était vraiment pas obligé. Il a demandé à Benjamin, en plénière, de féliciter et de féliciter et de remercier. Et de remercier M. Trump. Deux choses. Deux choses en même temps. Tellement l'excès de zèle. Ouais. Alors, pourtant, le plan de Trump, il était rejeté par la quasi-totalité des organisations palestiniennes. Absolument. Et il y avait une abstention de la Russie et de la Chine. Abstention de la Russie et de la Chine. Voilà. Et la Russie, on comprend pourquoi elle s'est abstenue à cause de l'Ukraine. Et la Chine, on comprend pourquoi elle s'est abstenue à cause de Taïwan. Taïwan, absolument. Mais l'Algérie, elle s'est abstenue pourquoi? Parce que c'est la peur du rouleau. C'est la peur, du rouleau compresseur. Absolument. Qui risque de terrasser sur sa route. Et surtout qu'après, il y a eu l'affaire de l'enlèvement de Maduro. Qui était pourtant l'ami de Tebboune. Qui a été enlevé dans sa propre chambre. Dans sa chambre. Dans sa chambre, absolument. Ouais. Et pourtant, Tebboune qu'il avait reçu. En grande pompe. Les relations. Et la même chose pour l'Iran. Pour l'Iran. Deux communiqués simultanés. Le premier, on appuie. Le deuxième, on condamne. Mais il a condamné, si vous vous rappelez des termes, l'agression iranienne sur les frères du Golfe, sur les pays arabes frères. Alors que l'Iran lui-même est agressé. Alors que c'est l'Iran qui a été agressé. Tout à fait. C'est l'Iran qui a connu le premier bombardement, une école où il y a eu 200 enfants assassinés par les Américains et les Israéliens. Et pourtant, M. L'enquête est en cours, apparemment. Elle reste en cours. Elle risque d'être relancée. Non, mais il ne fait aucun doute. Aujourd'hui, les enfants ont été enterrés. C'est des enfants, ça a été constaté, 200 oui, tout enfants. À fait. Et alors, là où on n'en comprend plus, c'est que M. Tebboune, l'APS, l'organe officiel de... La dépêche, l'agence officielle de l'Algérie. Et qui est gérée directement par la présidence. Tout à fait. Vous savez quel terme elle a utilisé pour le kidnapping de Maduro? Est-ce que vous vous rappelez? Enlèvement. Pas enlèvement. Pas kidnapping. Arrestation. Le terme est très faible. Arrestation. Très faible. Ça veut dire que c'est légal. Légal. Et il y a quelque chose, je vous laisserai ensuite vous expliquer. C'est que quand M. Tebboune, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, de l'APS, de ses journaux, de ses médias et des télés, quand il a dénoncé l'agression iranienne contre les frères du Golfe,
curieusement, le ministre de la Défense, M. Schengen, le ministre délégué, et chef d'état-major, qui aurait dû, si ce n'est aller dans le sens du président, au moins se taire. Tout à fait. Il a convoqué un séminaire à Bni Messous, Oui, oui. où il a réuni quasiment tout ce qui comptait en Algérie, dans l'armée, dans la société civile. Et il a appelé les partis à la sagesse et il n'a pas parlé d'agression contre l'Iran. L'agression de l'Iran contre les pays frères. Contre les pays frères. Les mots sont sciemment choisis, la lecture est différente, les discours sont différents. Chaque discours répond à un besoin. Ce que nous voyons ces derniers temps, donc une offensive diplomatique tout azimut. Elle a commencé en février dans le Sahel. Il y a un ballet diplomatique récemment à la fois à New York et à Genève. À Genève, c'est M. L'Atrachi Dressi qui nous parle d'un plan national démocratique. De réforme. Et qui nous parle... Du M. Tebboune. Et qui nous parle de réformes qui sont menées par M. Tebboune. En matière de droits de l'homme, notamment. Alors que la Ligue des droits humains, elle a été dissoute. Oui. La Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme a été dissoute. Et ses cadres en fuite à l'étranger. Et ses cadres sont pourchassés et en fuite à l'étranger. Oui. Dangereux. Ils ont demandé, certains, l'asile politique. Tout à fait. Je rends hommage à son président, Saïd Salhi. Oui. Qui est en Belgique. Voilà. Il était vice-président. Il était vice-président. Oui, oui. Voilà. Nous voyons que, alors, Benjamin... Il y a Rahmoun. Il y a Maître Aïssa Rahmoun. Oui. Maître Aïssa Rahmoun et aussi... Et d'autres. Et d'autres. Salah Debbouz, qui en était le président. Absolument. Et qui est à Bruxelles. À Bruxelles. À Bruxelles. Oui. Toutes ces honorables personnes qui étaient dans cette... qui militaient pour la défense des droits humains, droits de l'homme en Algérie. Oui. Ils sont en fuite et cette ligue elle a été dissoute. Et quand on nous parle en même temps de la défense des droits humains, qui a un plan de réforme interne sur la question de défense des droits humains, c'est du n'importe quoi. C'est prendre... C'est se moquer du peuple algérien et insulter l'intelligence algérienne. Parce que tout le peuple algérien, Habina ou Lakarana, ils savent qu'il n'y a pas, quand on parle de défense des droits humains, c'est quasi inexistant en Algérie. Pour une raison très simple, parce qu'il n'y a pas une liberté. Toute personne militante se trouve en prison. Yes. Dans cette émission, nous avons appris qu'il y a de plus en plus de gens qui ne parlent pas l'arabe, qui ne sont pas algériens, qui vivent en Europe ou aux Amériques, qui nous suivent, mais qui ne connaissent pas très bien la situation en Algérie. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples sur les violations des droits de l'homme en Algérie, sur leur incarcération, sur l'instrumentalisation de la justice, sur l'absence de liberté de la presse, sur les enlèvements, sur les mauvais traitements? En fait, depuis février 2019, il y avait le Hirak. Oui. Je ne sais pas si vous... Moi, je l'appelle une insurrection civile pacifique. Oui. Ou une révolution pacifique. Oui. Pour changer la gouvernance en Algérie après 5 ans de gouvernance de Bouteflika. Oui. Au bout de la quatrième mandat. Après 4 mandats, plutôt. Après 4 mandats, on a dit baraket. Oui. Donc, le but de l'Hirak, c'était pour mettre fin au 5e. Mais au fait, ce n'est pas mettre fin à une gouvernance d'un homme. Oui. C'est mettre fin à une gouvernance qui se perpétue, qui mute depuis 62. On ne change pas un an par un an. Ce que le peuple algérien voulait changer un système de gouvernance. Toute la gouvernance qui était remise en cause. C'est pas... Le peuple, on n'est pas contre... le pouvoir. C'est le pouvoir. Ouais. Et illégitime. Et la base de commandement militaire, c'est-à-dire la base de commandement qui gère cette Algérie, c'est les militaires, c'est les militaires, on va dire, c'est les généraux, avec une façade civile, la façade civile représentée par un président qui n'est pas élu. Habina ou Lakarana, il est désigné et qui fait consensus au sein de différents clans de l'institution militaire. Le Hirak,
Le Hirak ne plaisait pas à Tebboune, il dit que le Hirak est Moubarak. Après le Covid, c'est quasiment, il fallait mettre fin au Hirak. Tout ce qui émane du Hirak est une cible à anéantir, à mettre fin. Commençons par la poursuite et puis les poursuites judiciaires sur des militants. Il y a plus, je ne sais pas, il y a des centaines de militants qui sont en prison. La liberté de presse, il n'y a plus de presse en Algérie. Toute la presse libre elle n'exerce plus. La presse libre a été représentée par Hassan Qadi. On a vu ce qui est arrivé à Hassan Qadi, quasiment en prison. Nous avons vu ces bureaux scellés. Alors, et lui a été condamné à 7 années. Et lui a été condamné à 7 années. Oui. C'est alors sous une fameuse loi de 95, financement de ces médias par une main étrangère ou je ne sais pas par qui. En fait, par sa fille. Par sa propre fille. Qui vit en Angleterre. Et qui vit en Angleterre. Et elle a le droit de financer son propre père. Heureusement d'ailleurs. C'est ça. À quoi bon si les enfants ne prennent pas en charge, ne serait-ce les parents, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan des entreprises. Et voilà. Puis Hassan Qadi, il suffirait qu'il lance un appel à la diaspora pour l'aider. Il pourrait monter une grosse chaîne de télévision. Tout à fait. Pour vous dire la confiance dont il jouit auprès de ses compatriotes. Du peuple. Tous les... Le Magharibiya. Le Magharibiya qu'on a empêché de diffuser. À ce jour. Via le satellite. Oui. C'est ça. Oui. Donc, tout se fait maintenant par Facebook et par YouTube. Oui. Donc, sauf que la justice, en première instance, la justice française a donné raison al Magharibiya contre l'ANIRA, qui a fait un chantage commercial à Eutelsat. Et les autorités françaises ont cédé. Eutelsat a cédé. Mais qui derrière Eutelsat, est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que ce n'est pas une décision politique? Il y a une forte participation de l'État français. De l'État français. On dit... Pour ne pas dire plus. Tout à fait. Restons modérés. Revenons aux espaces médiatiques, oui. Quasiment fermés. Oui. Les champs d'expression quasiment fermés. Les débats... Les détenus... Alors, moi, j'aimerais que vous nous parliez. Vous donniez votre avis. Je vais commencer par le plus ancien. Oui. Par les prisonniers politiques des années 90, les islamistes. Ouais. Je vais dire un petit mot là-dessus. Oui, alors ensuite, les détenus du Hirak, qui ne sont pas des centaines comme beaucoup de gens croient, qui sont des milliers. Parce qu'ils sont rentrés, ils sont sortis. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Mais ceux qui sont en prison, ils sont à peu près 250. 250. Mais ceux qui sont passés par la case prison, ce sont des milliers. Ensuite, que vous nous parliez des barons du régime eux-mêmes. 50 généraux à peu près, 200 dont celui qui a eu la nationalité d'un petit État exotique. Banonou, je ne sais pas, Belkacem, le chef de la gendarmerie. Et oui, et sa femme qui avait un poste... qui était procureur la plus corrompue du pays et qui sont à l'étranger. Mais en prison, il y a le DGSN. GSN, absolument. Le DGSN, il y a 50 généraux, entre majors et généraux. Tout à fait. Oui. Il y a à peu près... Enfin, tous les généraux qui étaient du côté du pouvoir, de Bouteflika, du clan de Gaïd Saleh. Alors, c'est Gaïd Saleh qui les a fait rentrer en prison. Tout à fait, oui. Pour faire le vide autour de Tebboune, pour lui permettre de régner. Ouais. C'est pour ça qu'il est donc fort par défaut. Oui, Rdiri, c'est Gaïd Saleh. Rdiri, entre autres. Entre autres, oui. Il y a à peu près 250 officiers supérieurs. Il y a 3 chefs du gouvernement et premiers ministres. 3. Oui, Sellel. Sellel ou Yahya. Et il y a l'ancien... On va se rappeler de son nom. Il y a l'ancien wali d'Alger aussi. Pas qu'un wali, il y a plusieurs walis. Il y a plusieurs walis. Il y a plusieurs ministres. Il y a plusieurs ministres. Alors, un qui est en fuite en France, Bouchouerb. Oui, plusieurs. Alors ces gens qui sont en prison, on peut ne pas les aimer parce que c'était des barons du régime. Absolument. Mais ils sont en prison de façon inique. Tout à fait. Dans des procès trafiqués, avec des dossiers, parce qu'eux, ils ne les ont pas fait rentrer parce qu'ils sont des voleurs. Ils les ont fait rentrer parce qu'ils gênaient le pouvoir personnel de Chingari Haïd Tebboune. Tout à fait. Alors, et enfin, il y a l'Arba'a Nathiratan.
Les prisonniers de fameux assassinats. Suite à l'assassinat, lynchage du militant d'entre Ben Smaïl. Et ça aussi, le procès a été bâclé. En fait, on leur a collé l'étiquette. Il appartenait au MAC, Mouvement d'autonomiste de Kabylie. Voilà, alors que derrière les incendies et toute cette affaire, il y avait un général-major du DRS. Du DRS, c'est lui qui était. Alors, je vous laisse nous parler de ce chapitre. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Commençons par les prisonniers politiques des années 90. D'accord. Ce qu'on appelle les islamistes. Oui. Voilà. Émanant du fils dissous, le Front islamique du salut. Moi, je n'ai pas. Moi, ce que je souhaite, enfin, humainement parlant, il faut les libérer. Il faut les libérer. On ne peut pas les laisser mourir, croupir en prison. Humainement parlant, il faut les. J'en suis sûr, une partie de ces militants du fils. Moi, je ne suis pas un membre du fils, je le dis. Je suis membre du fils, mais je suis humain. Je suis inclusif et je dis il faut être juste avec tout le monde. Toutes les personnes dans les mains qui ne sont pas entachées par le sang ne doivent pas être en prison. Parce qu'il y a une partie peut-être des membres du fils qui croupissent en prison. Le fait qu'ils ont appartenu à ce parti-là qui a été dissous, ils croupissent en prison. Moi, en tant que personne, en tant que militant normal, j'ai toujours demandé une commission vérité et justice. Pas pour moi, pour les familles, pour le peuple algérien, pour tourner définitivement cette page. Ça peut passer par une justice transitionnelle. Nous sommes un peuple qui est vaillant, nous sommes un peuple intelligent, nous sommes capables de faire rejaillir notre intelligence et de trouver un consensus. On dit c'est une période très difficile. Chaque militant a perdu des membres de sa famille, mais il faut se projeter. Et puis il faut surtout faire la vérité. Et voilà, commission. Ce qui s'est passé. Commission vérité et justice. Ce qui s'est réellement passé. Oui. Des deux. Moi, c'est-à-dire, il faut, commission vérité et justice doit être installée et rendre hommage peut-être à des personnes qui ont été tuées ou assassinées de façon arbitraire et qui ont été déportés de façon arbitraire. Absolument. Il faut dire les choses, Maniche. Voilà. Et beaucoup de gens ont été assassinés sous fausse bannière. Sous fausse bannière. On leur colle une étiquette pour les tuer, pour accuser son chien. Parce qu'ils sont populaires, parce que les Algériens les aiment. Tout à fait. On les tue pour retourner les Algériens contre X, Y, Z. Ouana, je le redis, je ne suis pas islamiste et moi, en tant que citoyen algérien, je suis inclusif et je souhaite un État démocratique inclusif où toute personne, tout militant, tout Algérien ou Algérienne, peu importe son obédience, son idéologie, doit avoir sa place sous le soleil algérien. Et le droit pour tous. Le droit pour tous. Donc une commission de vérité et justice. Il y a des personnes qui ont des âges qui sont très très avancés. Il faut les laisser parler avant qu'ils ne partent. Il faut les laisser parler avant qu'ils meurent. C'est pas possible. Oui. Il y a une dimension humaine. Il faut introduire cette dimension humaine. Voilà. Et la commission vérité et justice, il faut la faire. Oui. Voilà. On arrive au Hirakis. Au Hirakis. Le Hirak est un mouvement pacifique. Oui. C'est une école d'ontologie. Aucun miroir n'a été cassé. Tous les Hirakistes, c'est une intelligence du peuple algérien. Nous avons mis au monde un mouvement de contestation et de contestation politique pacifique pour demander de façon pacifique at-taghir. Nous voulons l'alternance. Nous ne voulons pas nous opposer. Nous ne voulons pas affronter. Nous sommes vaccinés. Nous ne voulons pas l'effusion du sang. Nous avons pris ce beau chemin qui a été pris comme auparavant par Randi, par Nelson Mandela. Nelson Mandela, vous nous dites que l'Algérie est un allié avec l'Afrique du Sud. Voyez ce qu'il a fait, Nelson Mandela. C'est ça. Donc le Hirak, ceux qui ont milité pour le Hirak, pourquoi se retrouvent-ils en prison? Yes, petite précision, je vous laisse deux remarques. La première est que le Hirak, qui a rassemblé des millions d'Algériens. Tout à fait. Il y avait des moments où il y avait 20 millions d'Algériens dans les rues. Tout à fait. La même journée. À travers tout le territoire. À travers tout le territoire. Ouais. Alors, des millions de gens, pendant 3 ou 4 ans, je parle des périodes les plus denses, il n'y a pas eu une seule violence.
Pas une seule. Il y a eu des morts, comme celle de Hassan Belkhaddar, Allah yarhamou, oui. s'il y a eu des blessés et des victimes, c'était du côté des hirakistes, Tout à fait. qui avaient subi les affres. les violences Ouais. des services de sécurité. Absolument, tout à fait. Mais l'inverse ne s'est pas produit. Absolument. Et là, la deuxième des choses, les hirakistes sortaient pendant deux fois par semaine pendant 4 ou 5 ans. Le mardi, le vendredi. Le mardi, c'était les jeunes, voilà. Dans la universitaires. joie, la bonne humeur, à tel Absolument. point que la harga, l'immigration C'est clandestine, s'était arrêtée. C'était arrêté, c'était Et arrêté. je vous laisse poursuivre. Absolument. Donc, vous venez de le dire avec brio, le Hirak, on ne va pas revenir, le militantisme pacifique du peuple algérien. On était dans une osmose. Il n'y avait pas de différence entre nous. Arrêtez de nous créer le vivre ensemble. Je veux dire, on était tous sous la même bannière. Toute personne se reconnaît dans ce Hirak. Le Hirak a drainé tout le monde sous la même bannière. C'est le changement. C'est le changement. Un État démocratique. Un État démocratique, un État de droit pour tout le monde, Oui. où tout citoyen algérien se sent en sécurité et ne sent pas que son droit est bafoué en Algérie. Mais ça n'a pas plu au régime, ça n'a pas plu au pouvoir algérien, parce qu'il considère que le Hirak est une menace pour eux. Au contraire, le Hirak était une chance pour le pouvoir algérien. Une chance De pouvoir partir dans la de tranquillité. pouvoir partir dans la tranquillité, dans la quiétude et sortir par la grande porte et marquer l'histoire, la restitution du pouvoir par l'histoire. Mais il ne l'a pas entendu de cette oreille. Malheureusement, il était sourd-muet aux revendications du peuple. La seule langue qu'il a utilisée, c'est la violence, c'est la répression, c'est réprimer. Mais vous savez tôt ou tard que la répression et la violence ne mènent nulle part. Nous avons vu des grands empires, nous avons vu l'Allemagne nazie, nous avons vu Mussolini, l'État fasciste, nous avons vu l'apartheid de Frédéric de Clercq en Afrique du Sud, nous avons vu les Afrikaners, nous avons vu l'ange blanc, j'ai oublié le général argentin qui a fait du mal. Videla, Le général Pinochet au Chili, tous ces fascistes et tous ces régimes dictatoriaux, ils sont partis. L'histoire ne pardonne pas, Jamal Din. L'histoire ne pardonne pas. L'histoire, elle donne une chance, pas deux fois. Donc, voilà. Moi, je rends hommage à ces détenus d'opinion qui croupissent toujours en prison. Ils ont été incarcérés de façon arbitraire. On leur a pondu un article liberticide. Le fameux 87 bis, je ne sais pas, il a été inventé, modifié, remodifié. 87 bis. 87 bis. Qui vous condamne pour terrorisme. Pour tout public. Si vous dites un mot contre Tebboune, Contre vous êtes terroriste. Vous êtes qualifié terroriste. Allez, je donne un exemple. Oui. Des opposants ici en France, des membres de Rachad, Oui. qui vivent en France, qui vivent en Suisse, qui vivent au Canada, aux États-Unis, dont tout le monde sait que ce sont des gens paisibles, pacifiques. Ils ne sont pas terroristes, des absolument. politiciens tranquilles. Tout à fait, tout à fait. Ils Ils ont sont leur tous- propre idéologie. Ils sont tous catalogués terroristes, Tout à fait. Même les gens du MAC, il faut dire gens les du choses. MAC. Les gens du MAC. qui ne sont pas des terroristes, Qui ne sont pas c'est des terroristes. séparatistes. Terroristes, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ne sont pas passés à l'action violente. Voilà. Il y a pas. Est-ce qu'il y a une action violente? Est-ce qu'il y a une action armée? Non. Toutes ces organisations, même moi je ne partage pas, je le dis, hein. Je le dis. Je sais, monsieur Benchenouf, il sait que je n'ai pas la langue de bois, mais je dois être juste. Je dois être juste avec moi-même avant d'être juste avec les autres. Ces deux organisations, que ce soit Rachad ou MAC, ils ne sont pas des organisations terroristes. Ils n'ont jamais prôné. Je ne partage aucun projet des deux, je le dis. On a d'autres projets, mais ils ne sont pas des actions terroristes. Toute personne qui publie une publication, qui dénonce la cherté de la vie, que le prix de la viande a quadruplé, a triplé, se retrouve en prison. 87 bis. 87 bis. Celui qui parle 87 bis. Celui qui dénonce 87 bis. Celui qui dit je suis pas d'accord 87 bis. Et c'est ça le terrorisme. Et c'est ça le terrorisme d'État. Terrorisme d'État. C'est ça ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Avec tout le respect, j'ai pas envie d'aller dans l'exagération, mais c'est un terrorisme d'État. Et on terrorise ses propres citoyens pour les empêcher de faire de la politique. C'est le terrorisme d'État pour mettre fin à l'Algérie. L'Algérie ne peut survivre que par la démocratie.
et ne survivra que par la démocratie. Habina wa kana. Quant à l'institution militaire, moi je le dis devant Chihana, je n'ai jamais dit que je suis contre l'institution militaire. L'institution militaire, c'est une colonne vertébrale ou un organe principal, ou là c'est une colonne de l'existence de l'Algérie, l'héritière de l'Alain ou pas. Elle garantit son exercice dans le cadre prérogatif constitutionnel pour la sécurité et l'intégrité territoriale et du peuple algérien. Mais elle n'est pas là pour faire la politique. L'institution militaire n'est pas là pour instrumentaliser l'armée nationale populaire. Pour désigner le président. Et pour désigner le président, au détriment de la démocratie, au détriment du choix du peuple. Ça, est-ce que ça, on peut être condamné par un article 87 bis? Elle est où la violence dans cela? Yes, je vous donne un exemple pour pour abonder dans votre sens. Aujourd'hui, qui est censé superviser les élections pour qu'elles se passent de la façon la plus démocratique et la plus transparente possible? L'ANI. Oui, l'Agence nationale indépendante. Oui. Et son vrai nom, officiellement, c'est l'autorité indépendante. L'autorité indépendante, tout à fait. En deux mots. Oui, l'autorité indépendante. Et vous savez qui est en train d'invalider les candidatures, de rejeter celui-ci et d'accepter celui-là, et qui montre ce qu'il faut faire à l'ANI du doigt, celui-là dehors, celui-là OK. Vous savez qui c'est? Sur des enquêtes administratives Même pas administratives. Oui. C'est la DGSI. La Direction générale de la sécurité intérieure. Et qui appartient à où? Ce sont des services de sécurité. Tout à fait. DGSI, DGSE, DGSA. Direction de la sécurité de l'armée. De l'armée. Elles appartiennent à qui? Les trois. À l'armée. À l'armée. Il n'y a pas un seul civil avec eux, sauf les collaborateurs. Tout à fait. Mais tous les membres de ces directions sont des militaires. Tout à fait. Et dirigés par des généraux majors. Tout à fait. Et qui sont en train de dire, celui-là, il passe pour la députation. En amont, pas en aval. En aval, ça viendra pendant les élections. Le bourrage des urnes, la fraude. Moi, je vais vous dire pourquoi, au fait, tout ça, peut-être aussi. Allez, on fait une projection politique. L'ANI, au fait, n'est plus. C'est une façade, hein, finalement, parce qu'on lui a enlevé toutes ses prérogatives. Et finalement, c'est le ministère de l'Intérieur. Elle a été rattachée au ministère de l'Intérieur. Depuis l'évacuation de Chorfa, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Charfi, qui était président de l'ANI. Donc, c'est maintenant. Lui qui disait, quand Tebboune est sorti des urnes trafiquées, il avait dit Alhamdulillah, nous avons un président halal. Regardez, on en abrutit le peuple. À chaque fois, on introduit des mots religieux comme ça. C'est juste pour amadouiller le peuple ou là pour créer une affection un peu hypocrite. C'est de l'hypocrisie totale. C'est de la tartufferie, tout à fait. Absolument. Mais c'est juste, Jamel Din, l'ANI, ni plus ni moins, c'est un bureau qui, pour sélectionner politiquement parlant celles et ceux qui seront désignés pour l'Assemblée. C'est elle qui s'érige, c'est elle qui fait ses procédures, c'est elle qui valide, qui invalide, c'est elle qui vraiment. Un commis à la salle besogne. Au fait, on lui a attribué de faire un travail quand même qui n'est pas un travail. Scélérat. Scélérat, absolument, tout à fait. Mais je pense, Jamel Din, pourquoi je pense, à mon avis, est-ce que le régime, le pouvoir algérien, avec la contribution des services de sécurité, pour avoir une assemblée, peut-être, je dis peut-être, on se dirige vers une réforme constitutionnelle pour préparer le troisième mandat de. C'est ce que dit tout le monde. De Tebboune. C'est ce que dit tout le monde, parce que nous avons vu dans. Sauf qu'il paraît que certains partis au sein de l'armée ne seraient pas d'accord. C'est clivant, les décisions au sein de l'armée. Il semble qu'il n'y ait pas de consensus pour le prolonger pour un troisième mandat au sein, moi je ne dis pas de l'armée, au sein de la junte. Cet organe qui a pris l'armée en otage et qui, avec l'armée en otage, a pris tout le pays en otage. Tout à fait. Donc nous avons vu tout ce cirque, ce carnaval un peu fait d'Achala, comme vous le dites, concernant les élections législatives qui ont que de nom. Il n'y a rien, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien, il n'y a pas de programme.
on élimine tout simplement, c'est juste pour la façade. Surtout, c'est pour le vendre, c'est pour la façade extérieure, c'est pas pour l'intérieur, parce que l'intérieur, le peuple algérien, il est vacciné, il sait qu'il va pas voter, il sait que les carottes sont cuites, il sait que les jeux sont pliés, il sait que les décisions sont faites. Même si vous avez un parti ou deux partis d'opposition qui arrivent, est-ce que M. Tebboune va désigner un ministre? Non, un Premier ministre qui va mener les programmes nécessaires ou pas. Donc il n'y a pas de démocratie. Même cette représentation populaire n'a jamais été une représentation populaire. C'est juste une chambre d'enregistrement qui valide. Je n'ai jamais vu une commission d'enquête sur les financements de certains secteurs sensibles qui peuvent être débattus au sein du Parlement. On ne sait pas. Il y a certains budgets, ils sont discrets. On donne une contribution de location de milliards de dollars. Il prend quelques clopinettes pour l'éducation, un peu pour la culture. On essaie un petit peu de faire façade. Le pape, quand il est venu en Algérie, il savait que l'Algérie n'est pas une démocratie. D'ailleurs, son message, il était vraiment dirigé pour le pouvoir algérien. Oui. Le peuple algérien. Il a fait quasiment la morale. Il a fait quasiment la morale de façon vraiment subtile. Oui, mais tout le monde a compris. Et tout le monde a compris, en Algérie et ailleurs. Donc, revenons les détenus d'opinion. Moi, je demande, nous exigeons la libération de ces détenus. Ils ont assez en prison. Leurs familles souffrent énormément. Et ça, et aussi, concernant aussi Christophe Glaise. Oui. Il faut évoquer aussi, parce que qu'on le veuille ou pas, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est devenu une sorte de monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange, et otage entre les relations franco-algériennes. Et vous savez, il n'a rien fait, il est parti en Kabylie. Certes, on lui a trouvé la faille, il est rentré avec un visa touriste au lieu d'un visa professionnel. C'est pas pour autant de lui coller 7 ans de prison. C'est pas un crime. Ils auraient pu l'expulser. Expulser, voilà. Nasser Dutour, qui a été expulsé, non, même pas, on lui a pas autorisé de empêché d'entrer dans son propre pays. Du jamais vu. Et Farid Alilet, le journaliste. Et Farid Alilet, au fait, on lui a dit, il n'a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité algérienne. Vous imaginez Farid Alilet, parce qu'il fait des publications, qui écrit en jeune Afrique. Il fait des articles sur des membres du régime. Du régime, pas mal. Et lui, on lui a interdit, et une fois, aussitôt arrivé à l'aéroport d'Alger, refoulé. De son propre pays. De son propre pays. On déracine. Et il n'est même pas binational. Justement, il n'a qu'une nationalité algérienne. Donc on déracine ses propres citoyens. Quant au Haraga, on souhaite, au fait, c'est une façon, il faut dire les choses. C'est l'amplification de ce phénomène. Qui derrière cela? On essaie de déplacer le problème. C'est la malvie, c'est la misère. C'est la malvie, c'est le bien-être. Le pays n'offre rien. C'est pas le pays qui n'offre rien. Ceux qui dirigent le pays n'offrent rien. Justement, vous faites bien d'amener ce sujet. Harraga, tout le monde sait en Algérie, tout le monde. Peut-être il y a les Européens qui ne savent pas. Sauf Mélanie. Mélanie qui sait et qui a demandé à Tebboune. Elle lui a dit, s'il vous plaît, il y a trop d'Algériens qui arrivent. Il a accédé à quelque chose. Il lui a dit, vous en faites pas, vous n'aurez plus de Harraga. Et effectivement, il n'y a plus de Harraga vers l'Italie, ou très peu. Très peu. Parce que pourquoi? Pourtant, de Annaba vers la côte italienne, c'est très proche. C'est très proche. Maintenant Annaba, ils sont obligés d'aller en Espagne. En Espagne, tout à fait. Ou alors les passeurs, ils ont déménagé, ils sont mis à l'ouest. Pourquoi? Parce que c'est le régime qui organise la harga. Tout à fait. On n'a jamais entendu parler d'un gros passeur, et les gros passeurs là-bas, c'est des pontes. Tout à fait. Ils ont des go-fast, ils ont quasiment des criques où ils stockent l'essence ou le mazout, ils ont des pilotes, Maintenant, les go-fast, ils font 2-3 fois l'aller-retour en une journée. Alors, vous n'allez pas me dire que les autorités maritimes, ils sont pas au courant. Ils contrôlent les frontières maritimes, elles sont ultra sécurisées, ultra contrôlées. Bien sûr. Ils ne sont pas au courant. Il n'y a pas un gros passeur qui n'est pas connu, c'est des barons. C'est des barons. Donc. Pourtant, il n'y a pas un seul gros passeur qui a été arrêté en Algérie. Pas un. Et donc, c'est le régime. Et les gardes-côtes qui ont reçu l'ordre de laisser passer, ils empêchent des chipas. Oui, c'est la corruption. Le gros passeur, il parle au garde-côte, au général ou au colonel, et il lui dit, écoute, demain, on va organiser une plage horaire, par exemple, de 14h à 18h. Oui. Contre quoi? Contre 100 000 euros. Tu peux faire passer tout ce que tu veux.
et l'autre, il envoie 100 barques, 100 go fast en une journée, en 2 heures. Et le butin est partagé entre eux. Bien sûr. D'accord. Alors, Ouais. cette harga, ce scandale, Oui. cette hémorragie organisée par le régime lui-même, Tout à fait. chose qu'on ne dit pas suffisamment, Oui. et qui organise en fonction de ses relations. Par exemple, l'Italie, il y a de bonnes relations maintenant, il ne leur envoie plus de harraga. Mais l'Espagne, il leur envoie des harraga, parce qu'il y a eu des bisbilles. Du bisbille. Et ils savent tous que même ceux qui vont en Espagne finissent en France, Tout à fait. parce que tous visent la France. Oui, absolument. Et donc, moi, je me demande pourquoi ce scandale n'éclate pas au grand jour. L'IS. Les chancelleries occidentales savent. Il faut être honnête, qu'on le veuille ou non. Moi, si on prend la France, on prend pas Macron, parce que Macron a toujours été avenant avec le régime algérien. Oui. Il a toujours essayé un petit peu de Il a fait à lui seul ce qu'aucun président français n'a fait. absolument. Il a reconnu la D'ailleurs, révolution algérienne. c'est Benjamin Stora qui l'a dit. Hein. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Récemment, il a envoyé un ministre délégué assister aux commémorations du de 1945. 1945. Oui, ministre Elle s'est délégué. baissée, elle a pris la gerbe de fleurs. C'est plus qu'une reconnaissance. Ministre des Armées, quand même. Des Armées. Quand même. Ministre délégué tout auprès à du fait. ministre des Donc, Armées. au nom de la France officielle. quand même. Il a reconnu l'assassinat de grands Boumendjel. révolutionnaires algériens, Boumendjel, Boumendjel, l'Arbi Ben Mehdi. Odin, l'Arbi Ben Mehdi. Oui. Donc tout ça, Il a donné des rues, de noms de rues. Tout à fait. Il a fait ce qu'il a pu, qu'il dans a un pu. contexte difficile. Et pourtant, il a suffi qu'il fasse la lettre à M6 là, sur Non, mais il a informé. la marocanité. Oui, mais il a informé. Mais quand même, Oui. il a informé au G20 de Paris. Mais l'autre, Tebboune, il réagit. Vas-y. Fais-le. Enfin, je sais Mais pas. avec Trump, il réagit pas de la Non, même c'est pas la manière. même chose. Hein? C'est pas la même chose. Avec Trump, Quand la France a reconnu la marocanité, à la marocanité, ou bien appuyé Oui. le plan d'autonomie marocain sur le territoire du Sahara occidental, rappel de l'ambassadeur. Oui. Rappel de l'ambassadeur. Et ça a pris 2 ans. Et ça a pris 2 ans, c'est-à-dire les intérêts de la Presque diaspora. la rupture. La rupture, quasiment. On était à la faillite. Et quand M. Trump, qu'il a reconnu au fait, en 2020, premier mandat, Oui. Oui. Il y a eu 130 pays, qui ont dont 3 membres du Conseil de sécurité, qui ont reconnu. Il y en a même qui ont installé des consulats ou des offices dans les territoires. Tebboune n'a réagi devant aucun, même pas devant ses frères arabes du Golfe. Et il y a certains pays d'Amérique du Sud qui ont retiré leur... qui ont reconnu le Oui, qui dénonçaient avant, mais qui maintenant et qui, reconnaissent voilà, qui maintenant reconnaissent la thèse marocaine, sur la question. Voilà, ils étaient sur la thèse Et indépendante. Tebboune n'a réagi mal avec personne, Que de sauf pays. avec Macron. Et l'Espagne d'abord, Mais l'Espagne, il est revenu tout de il est suite revenu, après. tout à fait. Mais Enfin, avec Macron, ça a pris 2 ans. ça a pris 2 ans. Parce qu'au fait, il voulait... parce que le pouvoir algérien, en fait, tout ce qui concerne la France, c'est une bonne instrumentalisation. Oui. Parce que ça permet Pourtant, d'instrumenter la France, c'est leur base arrière. leurs bases arrière. Tous leurs biens sont en France. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs Bruno Retailleau, il a menacé. Oui. Il a menacé, il a dit que j'ai une liste Oui. des oligarques qui possèdent des biens. Des biens. On a des biens. On a des biens. Et même le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lui dit chiche, faites-le. Il aurait pu le faire. Je pense. Voilà. Donc tout le C'est un monde. coup d'estomac. C'est un coup d'estomac, absolument, tout à fait. Donc toutes les chancelleries, surtout la France, ils sont au courant que le pouvoir est capable. Il a les capacités, que ce soit financières, matérielles, d'arrêter la harga. Oui. Mais il laisse faire. Oui. Il laisse faire. Donc forcément, ça arrange le pouvoir algérien. Avoir la paix sociale. Deuxièmement, on déplace le problème. Parce que pourquoi le problème? Parce que c'est un grand problème. Parce que l'Algérie, ce sont 70% de jeunes. Ces jeunes qui veulent la harga parce qu'ils subissent un chômage galopant, le mal-être dans la vie. Ils finissent leurs études, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. C'est-à-dire toutes les commodités d'un jeune,
Vous imaginez qu'il y a 30 000 médecins algériens oui, qui sont là dans les déserts médicaux. tout dans à les fait, et qui font, urgences. et qui font le job, enfin le rôle, enfin la fonction de FFI, de fonction de faisant interne, et ne pas faire médecin en Algérie. Voilà. Parce que le pouvoir, c'est ça. Au fait, le pouvoir algérien, il est dans une impasse. Il est dans une impasse totale. Il n'a pas, je veux dire, il n'a pas d'autre choix. Pourtant, il dit la nouvelle Algérie. Elle est où cette nouvelle La Algérie? Moi, force, je la vois pas. la force de frappe, Al-Qawa Dariba. Qawa Dariba. Oui. Ils disent, on n'en finit pas de dire, إحنا الدولة الوحيدة. Nous sommes la seule nation à avoir ceci. Nous sommes la seule nation à avoir ce. Nous avons le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb. Alors qu'il s'est fait soigner en Allemagne. Alors que lui se fait soigner en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur qui vient négocier pour les OQTF alors que son fils était En situation en irrégulière. situation irrégulière et incroyable. qu'il a été régularisé parce que son père Et le est ministre dans de la l'Intérieur. Et dynamique. dans la dynamique. euh, C'est incroyable. mais il n'y a pas que lui. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens de ce Takemi-là qui ont été, tenez-vous bien, qui ont été des sans-papiers avec des passeports diplomatiques. C'est incroyable. Ils sont rentrés avec un passeport diplomatique. Le visa a pris fin. Il s'est retrouvé en France. Il est là depuis des années à faire l'aller-retour. Alors, depuis qu'ils ont arrêté ces passeports diplomatiques, il ne repart plus en Algérie et il est sans papier en France. Et c'est le fils d'un baron du régime. Et il roule sur l'or en France. Il roule sur l'or. Tous roulent sur l'or. Vous savez combien il y a de... L'Algérie a eu à peu près 700 ministres depuis l'indépendance. 700, d'accord. Il y a à peu près 500 ministres qui sont installés en France. Dans le ministre du Moujahidine, apparemment. Dans le ministre des Moujahidines. Mais il n'y a pas que lui. Oui. 500, avec leur famille. Avec des cartes de résident. Il y a des milliers d'officiers et d'officiers supérieurs de l'armée qui sont là en France avec des papiers qui vivent ici. Il y a des dizaines de milliers d'anciens cadres supérieurs, notamment de Sonatrach et autres, qui sont installés en France. Et je ne parle pas de tous les barons du régime qui ont volé l'Algérie, qui ont exfiltré l'argent du peuple et qui l'ont blanchi en France avec la complicité des autorités françaises et qui sont en France aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout ce beau monde a fait pression sur Tebboune pour lui dire qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on nous étale à la une dans les colonnes des journaux français et qu'on montre la grosse... Mais je me rappelle aussi quand il y avait les relations, quand elles étaient vraiment... Les relations, elles ont atteint un point exécrable entre la France et l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui est parti dans un pays, je pense la Slovénie, faire des relations pour avoir... pour essayer de s'installer. Pour essayer de s'installer, avoir des visas, donc un visa diplomatique pour pouvoir, parce que c'est un visa Schengen, ça permet un petit peu de sillonner. Oui. C'est ce qu'ils ont fait en Belgique. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Belgique récemment? Tout à fait. Ils ont vendu les harragas, les sans-papiers. Tout à fait, oui. Au moment où et ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié les sans-papiers au moment où leurs enfants sans-papiers sont régularisés en France. Mais c'est d'une impudeur. Et puis il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas parler. Si on pouvait parler de tout, on ne peut pas parler pour des raisons et d'autres. Mais si on pouvait parler de tout, ce serait, je ne sais pas ce qui pourrait se passer en France comme en Algérie d'ailleurs. Tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin, donc il reste à peu près 3 minutes, je crois. Alors juste, moi je souhaite rebondir un peu sur l'intervention de Benjamin. Oui. De Benjamin à l'ONU, aux États-unis, le représentant permanent. Mais quand on lit, nous avons lu, je pense, vous et moi, nous avons lu un peu ce qui a... L'Algérie n'a pas changé L'Algérie d'un iota. Pas... Alors que Attaf, il n'y a pas longtemps, dans son dernier discours, il y a 3 semaines plus tôt, il avait dit « Nous nous réjouissons que le Maroc et le Polisario aient enfin pris langue et qu'ils discutent. Et nous, en tant que voisins et pays observateurs. Ça veut dire non concernés. Alors, pas concernés. Alors tout le monde sait que... C'est-à-dire nous n'avons jamais financé, nous n'avons jamais armé, nous n'avons pas des réfugiés. Nous n'avons jamais envoyé l'armée algérienne combattre les troupes marocaines sur ces territoires, dont beaucoup de soldats, des dizaines de soldats ont été pris et ont passé des soldats algériens, des années et des années de prison au Maroc.
Il dit observateur, pays observateur. Mais il y a toujours des prisonniers algériens Je ne sais pas. Bon, je crois qu'ils ont tous été relâchés, mais je ne suis pas sûr de rien. D'accord, Mais Tindouf aujourd'hui appartient quasiment au Polisario. tout à fait. D'ailleurs, beaucoup de C'est gens un État s'attendent. dans un État, en fait. Hein. Trump est en train de demander à Tebboune de se d'éparpiller ces gens, de leur donner la nationalité algérienne ou de les renvoyer chez eux. Mais il paraît que ça commence à faire des problèmes. Parce que ces gens, maintenant, depuis 50 ans, ils considèrent que Tindouf, c'est chez eux. Et je ne sais pas comment le problème pourrait être réglé. C'est-à-dire, si le problème est réglé dans le cadre, je dis bien dans le cadre de l'ONU, hein, le plan de l'ONU, hein. D'ailleurs, Abdelmajid Tebboune, il a dit nous sommes avec le plan de l'ONU. Il a dit on ne peut pas être Sahraoui parce que des Sahraouis. Oui. Mais la question je ne sais pas s'il s'agit des réfugiés, c'est des réfugiés de Sahraouis à Tindouf. Comment, pour regagner le Maroc, est-ce qu'ils vont rester en Algérie? Est-ce qu'on va leur donner l'insularité algérienne? Il y a un coût énorme, il y a un coût financier, tout ça qui nous a... La meilleure solution serait de leur laisser le choix. Le choix. Que ceux qui veulent rester en Algérie, il faut leur donner la nationalité, sont nés pour la plupart en Algérie. Tout à fait. Que ceux qui souhaitent entrer en Algérie, voter pour le référendum, oui ou non, qu'ils aillent le faire. Mais que le problème soit réglé. On peut pas laisser problème, le statu quo les Marocains et les Algériens sont devenus des ennemis, ouais. les uns des autres, à cause de ça. Oui, absolument. Pour régler le problème. Tout à fait, absolument. Donc oui, mais tout le monde le sait. Certes, peut-être il y a cette haine qui est générée par ce conflit. Oui. Mais le peuple algérien, le peuple marocain, nous partageons la même histoire, les mêmes coutumes. Moi, j'ai toujours milité au règlement de cette question. Ça nous permet de créer l'union du Maghreb ou l'union de l'Afrique du Nord avec nos frères tunisiens, mauritaniens, libyens, à l'image comme l'Union européenne, le grand Maghreb des peuples. Oui. Et puis cette question, on ne peut pas l'occulter. On ne peut pas construire l'union du Maghreb des peuples si cette question n'est pas réglée, parce que cette question doit être réglée de façon consensueuse. Au plus vite, absolument. Merci beaucoup, Elias Bailey. Intéressant propos que les vôtres. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée.